Bienvenue André Braic. Je n'ai cessé de le répéter depuis le début de cette émission. Il y a 50 ans, quand vous avez commencé tous les deux votre carrière d'astrophysicien, il fallait être un peu fou pour croire à l'existence des extraterrestres. Non, on y reviendra. Et aujourd'hui, il faudrait être fou pour ne pas croire à la possibilité de leur existence. Vous allez me dire non aussi, c'est par esprit de contradiction. Ça fait, je vous présente André Braic. Vous êtes astrophysicien. On vous doit notamment la découverte des anneaux de Saturne. Neptune. De Neptune. À chaque fois, je me trompe. Et à chaque fois que vous venez, je fais la même erreur, vous avez remarqué. Vous venez de publier Terre d'ailleurs, à la recherche de la vie dans l'univers, un livre plein d'illustrations dont vous allez nous faire profiter dans un instant. Et Jean Audouze, également astrophysicien, vous avez dirigé l'Institut d'astrophysique de Paris ainsi que le Palais de la Découverte et vous venez de publier Les secrets du cosmos. C'est une histoire de l'astronomie depuis l'Égypte ancienne et Babylone surtout jusqu'à la découverte récente de milliers d'exoplanètes, ce qui fait qu'aujourd'hui tout le monde s'est mis à croire aux extraterrestres, de Stephen King aux Chinois, qui construisent en ce moment même le plus grand télescope du monde, 500 mètres de diamètre. Regardez. De la littérature, des films, sur le sujet il y en a eu des centaines. Mais découvrir la vie extraterrestre pourrait bientôt devenir réalité. C'est en tout cas l'idée du célèbre astrophysicien britannique Stephen Hawking. Nous croyons que la vie est née spontanément sur Terre. Donc, dans un univers infini, il doit y avoir d'autres apparitions de la vie. Voilà le coup d'envoi donné pour Breakthrough Listen, le plus ambitieux programme pour trouver un signe d'intelligence extraterrestre. Soutenu par un milliardaire russe, le projet est colossal, 100 millions de dollars. Voilà ce à quoi devrait ressembler le plus grand radiotélescope du monde. Construit dans le sud-ouest de la Chine, ce télescope aura une superficie équivalente à 30 terrains de football. La phase d'assemblage a débuté il y a quelques jours. Cette installation devrait être opérationnelle dans un an et devrait permettre de percevoir des signaux radio encore plus lointains dans la galaxie. Alors, pour résumer, avant, il était quand même assez courant qu'on se croie seul dans l'univers. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est devenu impossible de croire qu'on est seul dans l'univers. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le débat dure depuis 2000 ans. Ouais. Il y a ceux qui disaient on est seul parce qu'on est les plus beaux, Dieu nous a fait à notre image, etc. Je dis non, Dieu est tout puissant, il y en a partout. Et en fait, en science, on ne croit pas, on observe. Et pour l'instant, si vous me posez la question suivante, y a-t-il des extraterrestres ? Je ne peux vous répondre, nous ne savons pas. Maintenant, on peut avoir une opinion. Et on peut avoir surtout compte tenu des deux grandes découvertes qui viennent d'être faites. Voilà. La première, j'ai eu la chance d'y participer, c'est découvrir sur le satellite Encelade, satellite de Saturne, des geysers, des océans d'eau liquide, de l'énergie et de la chimie du carbone. Toutes les conditions pour la vie sont réunies. Ça, on s'y attendait pas du tout. Et la seconde, trouver une foule d'exoplanètes, nous semble indiquer que la vie doit pulluler dans l'univers. Mais nous ne le savons pas. Et donc c'est la grande aventure des siècles qui vont venir. L'homme a été à l'ouest, l'homme a découvert l'Amérique, l'Océanie, les îles, etc. Maintenant, la découverte de l'univers continue. Il y en a pour quelques millénaires. Et c'est ça la chose importante dans notre société, puisque nous savons tous que la culture, c'est le moyen de lutter contre la violence, contre le chômage et contre l'obscurantisme. Jean Audouze. Non, moi je voulais simplement revenir sur votre accroche. Parce qu'il y a 50 ans, on savait déjà on pressentait qu'il y avait beaucoup de planètes. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le Soleil tourne lentement sur lui-même. Et toute l'énergie de rotation du système solaire se trouve dans les planètes. Oui. Or, le Soleil est une étoile tout à fait ordinaire. Il y en a 90% ou même peut-être plus dans notre galaxie. Il y a des milliards de galaxies. Je vous laisse faire le calcul. Et donc, moi, lorsque j'étais étudiant, je me disais que des planètes, évidemment, il doit y en avoir partout. Et il a fallu évidemment attendre 1995 pour que nos collègues Michel Grenon et Didier Queloz trouvent enfin une grosse planète. En fait, au début, on n'a trouvé que des grosses planètes. C'est-à-dire des planètes sur lesquelles il ne peut pas y avoir où il y a peut-être des petites bactéries, mais on ne peut pas imaginer qu'il y aura des civilisations intelligentes. On va voir à quoi ils pourraient ressembler, mais d'abord, voyons ces planètes, ces nouvelles planètes dont on parle. Vous parliez des geysers d'Encelade. Il y a Triton aussi, qui est un satellite Europe, qu'on va voir Triton, exactement. Ganymède, Callisto, voilà. Encelade, toutes les conditions pour la vie sont réunies. Je ne vous dis pas qu'il y a des dauphins et des baleines là-bas, mais on va aller voir, priorité des missions de l'Agence spatiale européenne et de l'Agence spatiale américaine, la NASA, 2020-2030, on va voir ce qui se passe. Il fait analyse. Trouvera-t-on des microbiologistes ou des microbes ? Je ne sais pas. Mais déjà sur la comète
le noyau de la comète qui a été visité par Rosetta, nos collègues d'Orsay ont trouvé, avec Philae, ils ont trouvé des molécules pré-biologiques, c'est-à-dire pas de l'ADN ou de l'ARN, mais déjà des molécules avec lesquelles on pourrait faire des molécules biologiques. Donc, l'idée qu'il y ait des petits grains de vie partout, pour moi, me paraît assez évidente. Oui. Mais alors là, on parle encore de planètes qui sont relativement proches de nous. Si on parle des exoplanètes, c'est-à-dire hors du système solaire. Proche de nous, quelques années-lumière. Quelques années-lumière. Donc voilà, par exemple, Osiris. Là, voilà, la zone qu'on explore en ce moment, c'est celle-ci. On a réussi à explorer cette zone en orange. Ouais. Et nous savons actuellement qu'il y a quelques milliers de milliards d'étoiles et qu'il y a beaucoup plus de planètes. Beaucoup plus de planètes que d'étoiles. Avant, on croyait le contraire. Absolument. Et c'est un petit sondage d'opinion, c'est-à-dire qu'on a vu quelques milliers de planètes. Vous interrogez quelques milliers de gens dans la rue à Paris, on vous dit qu'il sera élu président de la République. Ben, c'est pareil, on a regardé quelques étoiles et on a trouvé plein de planètes. Et de toutes. Il y a des grosses, il y a des petites, il y a des froides, il y a des chaudes, il y a des près, il y a des loin, etc. Cette diversité est si grande que ça serait bien le diable ou avoir un nombril d'une taille démesurée pour croire que nous sommes seuls. Oui, justement, il y en a certaines dont vous parlez dans votre livre, Jean Audouze, il y a Osiris, par exemple. Oui, Osiris, c'est la première qu'on a vue par la méthode des transits. Elle ressemble exactement à la Terre, en fait. Non, elle est plus grosse, c'est un Jupiter. C'est un Jupiter. Mais sinon, les conditions sont les mêmes. Pas tout à fait, non, les conditions sont plutôt celles qu'il y a sur Jupiter, c'est-à-dire une enveloppe nuageuse assez importante. Alors peut-être qu'il y a de la vie, mais enfin, il faut aller profond pour aller... Ce qu'on voit est un dessin d'artiste. C'est pas la réalité. Oui, évidemment, on ne les voit pas en réalité directement. On les reconstruit. Il y en a une que j'aime bien. Je ne sais pas pourquoi on l'a baptisée comme ça. Il y a OGLE 2005 BLG 397. On l'appelle OGLE parce que ça veut dire Optical Gravitational Lens. C'est une équipe de Pologne qui se sert des lentilles gravitationnelles. Vous savez, c'est le même phénomène que les ondes gravitationnelles qui ont été dont on a annoncé la découverte la semaine dernière. Ouais. Et donc, par des effets de ce qu'on appelle de micro-lentilles, on arrive à détecter ainsi des planètes. Et il y a Coro 3b aussi. Coro 3b, c'est... alors, Coro, on va faire un petit... Il ne faut pas croire que les Français sont mauvais en astronomie. Je prétends qu'on est très bons. On en a un exemple devant moi. Un autre en face de moi aussi. Voilà. Mais simplement pour dire que Coro, c'est un satellite qui a été donc 70% français et ça veut dire convection, rotation et transit planétaire. Et elle a découvert, Coro, une planète qui est à 5 fois la masse de la Terre. Alors, moi, j'ai intitulé cette rencontre « Comment ne pas croire aux extraterrestres ?» pour une raison simple. Vous l'avez dit, on sait maintenant qu'il y a bien plus de planètes que d'étoiles. Il y a des milliards de planètes. Parmi ces milliards de planètes, on en a vu de plus en plus nombreuses qui remplissent les mêmes conditions que la Terre a rempli pour que la vie puisse y apparaître, à savoir le carbone, l'énergie, l'eau. Chimie du carbone, de l'eau, de l'énergie. Voilà, ça suffit. Grosso modo. Donc, la probabilité que nous soyons les seuls dans l'univers est devenue ridicule. C'est impossible. Le vrai pari, le pari de Pascal de notre époque, c'est dit qu'il vaut mieux parier sur les extraterrestres que de parier sur le fait qu'on est tout seul quand même. Est-ce qu'on peut parler un peu de temps ? La Terre existe depuis 4,5 milliards d'années. Pendant 4 milliards d'années, il n'y a eu que des bactéries. Pendant 500 millions d'années, il y a eu de la vie, des singes, enfin pas tout de suite les singes, des rats, ce qu'on veut. Et l'Homo sapiens, il a 100 000 ans. Et on ne se préoccupe des extraterrestres que depuis 50 ans. 50 ans sur 4,5 milliards d'années, ça veut dire qu'il faut, pour qu'on ait un contact, ou pour qu'on arrive à capter une bouteille à la mer, à mon avis, ce sera plutôt ce genre d'expérience. Eh bien, il faut vraiment qu'on ait beaucoup de chance parce que la fenêtre est très 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 étroite. Alors plus le temps. Vous savez que on va y venir. Oui, pour y aller, vous voulez dire. Oui, les grandes questions qu'on se pose, c'est comment la vie est-elle apparue sur Terre ? Comment c'est passé ? On n'a pas la réponse. Alors vous avez des textes écrits il y a 2000 ans ou 1000 ans, certains prétendent qu'en s'inclinant bien bas, qu'ils ont compris, mais c'est pas la direction dans laquelle se rangent les scientifiques. Et est-ce que la vie, quel est notre passé ? Quel est notre futur ? Qu'est-ce qui va se passer ? Le seul moyen de le savoir, c'est de voir ce qui se passe ailleurs et de comparer. Si vous n'aviez qu'un homme sous la main pour savoir comment il évolue, il faut attendre toute sa vie, son enfance, les maladies, etc. Quand vous avez toute une population,
vous savez rapidement vous en trouvez des en bonne santé, des malades, des jeunes, des vieux, etc. Et vous avez une idée de l'évolution de l'homme. C'est exactement ce qu'on fait en astronomie. Et vous comprenez fort bien que les grandes questions que les philosophes se sont posées, d'où venons-nous, où allons-nous, qui sommes-nous, quelle est notre place dans l'univers, etc., et qui conditionnent beaucoup de choses en sociologie, en politique, en métaphysique, etc., nous sommes en train d'y répondre grâce à la science et grâce à l'astronomie. C'est pour ça que je répète toujours que je rêve que le prochain président de la République ait comme programme la culture, l'éducation et la recherche. Et c'est pas toujours ce que j'entends des candidats. Je reviens à ces extraterrestres dont les cinéastes ont toujours été friands depuis Méliès, donc depuis quasiment l'invention du cinéma. Alors évidemment, quand on pense à eux, on les voit comme ça, que ce soit comme E.T., le héros de Steven Spielberg. Voilà, c'est comme ça qu'on voit les extraterrestres. On va les voir défiler. On va des hommes d'imagination. La nature a beaucoup plus d'imagination. Cyrano de Bergerac, au XVIIe siècle, Cyrano de Bergerac imaginait déjà qu'il y avait des extraterrestres. Et puis, vous savez qu'il y a eu la grande querelle des canaux de Mars pendant très longtemps. Et d'ailleurs, s'il y a eu beaucoup de progrès en astronomie aux États-Unis, c'est parce que Lovell, un des Américains, a conçu un télescope pour justement voir les canaux de Mars. Alors, avec ça, il a vu Pluton, ce qui n'est pas trop mal, mais il n'a pas trouvé les canaux de Mars. Toujours est-il qu'aujourd'hui, évidemment, quand on pense vie extraterrestre, quand on est un astrophysicien comme vous, on sait très bien qu'il pourrait avoir pris n'importe quelle forme, et qu'il ne serait même pas forcément intelligent, d'ailleurs. On sait que ça doit être des cellules. On sait qu'il y a une chimie de carbone donnée, que le silicium, c'est moins favorable. Il y a des contraintes. Il y a des choses qu'on partage, que nous partageons avec les animaux, les cellules, etc. Mais quant à la forme qu'il prendrait, et quant à la manière dont l'évolution a... Ça, on n'a aucune idée. Et le seul moyen, c'est d'observer, ou d'y aller, ou de téléphoner. Et c'est ce que nous démarrons pour l'instant, et tout va dépendre des moyens qu'ont mettent les différents gouvernements. Mais alors, je pense qu'on peut être très confiant sur le fait qu'on va observer des nombres... On a commencé à voir des terres, je veux dire, la première a été faite à l'Institut d'astrophysique en 2006. On a découvert une planète qui avait 5 fois la masse de la Terre, et puis ça augmente de plus en plus. Alors, moi, je pense qu'effectivement, dans 5, 10, 15 ans, on va en avoir des milliers. Mais le problème, c'est que la majorité d'entre elles se trouvent assez loin. Voilà, Et donc, pour faire coucou, par exemple, on va prendre la dernière, dont on a parlé le 24 juillet de l'année dernière. Eh bien, elle a été découverte dans la constellation du Cygne. Elle est à 1400 années-lumière. Alors, si on fait... Supposons qu'aujourd'hui, vous dites... Hello les gars, eh bien ça prend 1400 ans. Pour qu'ils vous répondent 1400 ans, 2800 ans, il faut trouver des gens dont la durée de vie est de 2800 ans. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, André Braic? Non, ça paraît impossible sur le coup, mais en fait, ce qui va se passer pour la suite, c'est prenons quelque chose à 1000 années-lumière. Bon, on ne peut pas y aller, on ne peut pas y aller à la vitesse de la lumière. Mais imaginons que des gens y aillent physiquement. Je ne parle pas du coup de téléphone. Oui, vous ou moi? Alors moi, sur Terre, je reste... Et il va s'écouler 2000 ans. Et si on faisait un aller-retour, ça fait un aller-retour en 2000 ans. Mais celui qui est dans la sonde, qui lui va se déplacer, il va se passer ce qu'on nous a appris Einstein avec la relativité générale. Le temps ne s'écoule pas de la même manière pour lui. Mais il faut et en quelques dizaines d'années, il ira. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut très vite. Quand les immigrants sont partis en Amérique, ils ne revenaient pas. Ils quittaient l'Europe. Ils fondaient une famille, ils fondaient quelque chose. Eh bien, ce qui se passera si les hommes se déplacent, on pourra envoyer des gens qui arriveront de leur propre vie, ils fonderont quelque chose, mais ils ne reviendront pas. D'ailleurs, entre nous, il y a des gens qu'on enverrait très bien, très loin, sachant qu'ils ne reviendraient pas, mais ça, c'est une autre histoire. Mais ça pose une autre question, c'est qu'on se dit, au fond, toutes ces planètes qu'on a vues sont des vues d'artistes, elles sont trop loin, on ne peut pas les voir directement. Oui. En fait, on déduit leur existence d'un truc très simple. Attendez, ne rentrons pas dans le détail, parce que ce n'est pas là où je voulais en venir. En gros, on ne les voit pas directement, elles sont très loin, on est d'accord. Donc, en fait, rien ne nous interdit de penser qu'en ce moment même, sur Corot 3B ou sur BGLE 440, ce sont des noms comme ça que, si ça se trouve, il y a la même émission que ce soir et qui sont en train de regarder une vue d'artiste qui représente la Terre et ils se disent, si ça se trouve, il y a de la vie là-bas, mais on n'en sait rien parce qu'il faudrait 1000 années-lumière pour s'en rendre compte. Oui, cher ami, je vous ai indiqué tout à l'heure la probabilité. Alors, effectivement, elle n'est pas nulle, elle est simplement de un millionième, un 10 millionième, mais c'est pas grave. Mais la probabilité pour qu'un événement soit vu de un millionième ou un 10 millionième... Oui, ils ne peuvent pas nous voir, ils sont en train de discuter de la même chose que nous. Puisqu'on est en train de rêver, vous connaissez la théorie des multivers, où il y a des univers parallèles,
Eh bien, si vous êtes là-dedans, eh bien, il y a un Frédéric Tadei en ce moment qui présente une émission dans un univers semblable. C'est pas impossible, ça ne viole pas se pose la même question que nous, exactement. Mais celui-là, nous le rencontrerons jamais. C'est dans votre livre qu'il y a cette image qui est quand même assez frappante, parce qu'on imagine, c'est la Terre vue de la sonde Voyager. Et alors, comment on voit la Terre quand on est à 6500 Là, vous avez un rayon 6 milliards et de demi de soleil. kilomètres, hein, c'est ça. Voilà, on est à 100 fois la distance Terre-Soleil actuellement pour ces sondes Voyager. Et donc, vous avez un rayon de soleil qu'on voit en rouge ici, et la Terre n'est plus qu'un petit point. C'est pas un défaut de la plaque, c'est la Terre. Voilà. Donc, alors qu'on est très près, on est encore dans le système solaire. On est encore dans le système solaire. Alors, près des étoiles, on voit plus rien. Et si on regarde de l'extérieur, on va voir Jupiter, on va voir Saturne, celles qui sont les plus grosses. La Terre est difficile à repérer. Mais, dites-vous qu'on va lancer bientôt dans l'espace des télescopes géants qui, par des méthodes appelées d'interférométrie, en les combinant, seront capables de photographier et l'étoile et la planète à côté. Puisque la difficulté, une planète n'émet pas de lumière, c'est comme placer une bougie à côté d'un phare de marine. Si vous regardez pas longtemps, vous voyez que le phare, et si vous regardez longtemps, vous êtes ébloui par le phare. On va pas on va les voir tout de suite, hein, d'ailleurs. On invente, oui, voilà, un dessin d'artiste. On a des chronographes, c'est-à-dire que on est capable maintenant, enfin, par exemple Osiris a été vu comme ça, c'est-à-dire que les astronomes ont occulté la lumière de l'étoile et là on voit les planètes. Mais d'autre part, André a raison, les planètes de la taille de la Terre, on va en voir à profusion. Simplement, je reviens sur la distance très éloignée et deuxièmement, le temps pendant lequel une civilisation intelligente, supposons qu'il y en ait beaucoup, mais le temps qu'elle arrive d'abord à se former, c'est vraiment la fin. Il a fallu 4,5 milliards d'années. Hein. Vous connaissez la formule de l'année cosmique. Hein. Le Big Bang arrive le 1er janvier. La Terre naît en septembre. Les dinosaures arrivent le 10 décembre, ils meurent le 20 décembre. Et puis, comment dire, l'homme, une seconde. Avant minuit. 10h30, on commence à avoir des Néandertals, des choses comme ça. Oui, enfin, voilà. Mais en tout cas, simplement. Mais le Néandertal, il avait certainement... Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'au fond, y a la fenêtre pour qu'on soit au même moment que les martiens quelconques, etc., est très courte. Surtout que certains sont déjà morts. C'est ça, voilà. Mais en gros, les extraterrestres ont peut-être existé, mais ils sont peut-être déjà morts. Il faudrait que les deux étoiles, le Soleil et l'étoile candidate, soient dans le même état, strictement le même état temporel, pour qu'on arrive à avoir un contact, enfin disons. Mais moi, je crois plus à la bouteille à la mer, c'est-à-dire que le message. Moi, ce que je souhaite, c'est que l'humanité en envoie beaucoup, avec justement ces grands télescopes, et que nous, on aille à la pêche. Et là, peut-être qu'on arrivera. Là, je crois plus à la bouteille à la mer qu'à la poignée de main. Qu'à la poignée de main, oui. Et vous, André Braic ? Imaginez 2 minutes dans la Grèce antique qu'on ait parlé de découverte de la Terre, d'extraterrestres, etc. Ça aurait paru impossible. 2000 ans plus tard, ce qui est l'échelle cosmique n'est rien du tout, ça a complètement basculé. Et ça va continuer à basculer. Nous ne savons pas quel sera le futur, mais nous en connaissons la direction. Et la probabilité qu'ils existent sous quelque forme que ce soit, où que ce soit, est devenue très très grande. Oui, probablement. En plus, la vie, nous scientifiques avons compris que la vie n'est pas un miracle. La vie, simplement, c'est une conséquence naturelle des lois de la physique et de la chimie. Parce que la vie... Donc ces lois sont appliquées ailleurs. Il ne faut pas oublier que la vie, c'est le carbone. Le carbone, c'est un élément extrêmement abondant à l'échelle de l'univers. Faire des molécules compliquées dans des milieux extrêmement austères ou très froids, très chauds, grande pression ou pas de pression, on fait des molécules très compliquées. Donc moi, je suis partisan de ce qu'on appelle la panspermie, c'est-à-dire qu'il y a des petits grains de vie qui flottent un peu partout. Ils se fixent sur une planète de la taille de la Terre et alors ils se mettent évidemment à évoluer, mais alors ça prend du temps. Là, par contre, il faut 4 milliards d'années. Une réaction ? Question ? Non ? Non, mais j'ai eu la chance, excusez-moi, à la mairie du 17e d'accueillir Francis Rocard cette semaine. Ah, on l'a eu comme étudiant, on le connaît bien, Francis. Et donc, on a fait une conférence justement sur la mission de Philae et de Rosetta, où il nous a expliqué justement comment on a
pu réussir à aller jusque là-bas sans savoir ce que vous alliez trouver. Et puis l'épaisseur du sol. Et finalement, j'ai cru me comprendre qu'il y avait du carbone sur ce rocher qui avait été trouvé. Et que maintenant, vous aviez décidé, je dis vous les scientifiques, qu'on allait faire disparaître Rosetta, qu'il y avait un choix qui avait été pris. Non, c'est Philae qu'on a fait disparaître. Non, Philae est en train de tomber. Enfin, il est à l'ombre. Voilà, mais Rosetta qui a emmené Philae, apparemment, Rosetta, il y a eu un choix, nous a expliqué Francis Rocard. Est-ce qu'on continue à le faire tourner ou est-ce que... On le pose. Voilà. Et là, et les images que nous avons sont celles-là à l'heure actuelle. C'est juste formidable. Ce sont les grands rendez-vous que je donne à la mairie du 17e une fois par mois. Vous êtes tous les bienvenus. Peut-être que je ferai un débat sur la dépénalisation du cannabis la prochaine fois. Un dernier mot, André Baïk. Oui, l'histoire scientifique, c'est vraiment l'histoire de notre siècle. Et je crois que pour avoir été dans des quartiers dits difficiles, j'ai constaté que ces enfants qui ont souvent un environnement de drogue, de violence, etc., quand on leur parle de l'aventure scientifique, on leur ouvre une fenêtre qu'ils n'avaient pas imaginée. Et on voit dans une salle où il y a 400 gamins entre 9 et 15 ans, les yeux qui commencent à briller. Encore plus si vous leur parlez d'extraterrestres. Mais non, l'aventure, ils ont envie d'y participer. Et finalement, il y a toujours 2-3% d'irréductibles. Bon, ceux-là, on les traite autrement. Moi, je propose dans un rio Kerguelen et avec un hameçon pour pêcher, mais ça, c'est une autre solution dont vous n'avez pas débattu ce soir. Mais simplement, on voit que l'enthousiasme qu'on peut donner aux jeunes, et ça me paraît essentiel qu'on enseigne ces choses-là aux jeunes, non pas la technique, ils s'en moquent, mais cette aventure scientifique, quels en sont les résultats, quelles sont les questions, quelles sont les avancées, et qu'ils comprennent notre vie a complètement changé grâce à ça et va complètement changer dans l'histoire. Moi, je dirais simplement que la semaine dernière, il y a eu un événement absolument remarquable qui a été la découverte des ondes gravitationnelles qui prouve jusqu'à 100 ans après que Einstein avait raison dans tous les points de vue. Et j'étais à l'Institut d'astrophysique, on était une centaine à écouter la conférence de presse de nos collègues américains, un silence religieux. On a eu la chance, je trouve qu'on a beaucoup de chance en ce moment parce que pratiquement tous les mois, tous les ans, il y a quelque chose de formidable qui se passe dans le ciel. Et je crois que c'est pas fait. Là, André a tout à fait raison. Les machines, les plus grosses machines, ne sont pas encore arrivées à fonctionner. Et je pense que les jeunes, moi j'encourage les jeunes à faire ce métier parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Et en plus, nous avons un salaire astronomique, donc c'est merveilleux. Je vous remercie tous les 8 d'avoir participé à cette émission. On ne se retrouve pas la semaine prochaine.